Et voilà, retour sur ce plateau dans la deuxième partie de cette émission avec les caprices de la technique. Donc, retour sur ce plateau. Dans la deuxième partie de cette émission, convergence et révolution culturelle sur ce poids lourd de la littérature de chez nous, Uper Malanda. Dans une sorte de décryptage, nous nous sommes fait aider. Nous avons lancé comme ça un SOS, un appel au secours au président du Forum des gens de lettres, Jessie Lemba, qui lui aussi est écrivain, un grand écrivain, chronique. Président, c'était déjà quoi votre destin? Chronique des destins manqués. Voilà. Donc, la problématique, on en a déjà parlé sur ce plateau, pour ceux qui sont les habitués de Convergence et Révolution culturelle, et quelqu'un d'autre est venu nous aider encore, connaissant très bien l'écrivain Uper Malanda, pour avoir vécu quand même des années d'amitié avec lui, c'est donc Anissé Dounyama. Donc, dans cette deuxième partie, Président, nous allons essayer tous les quatre de vous essorer au maximum, de vous poser toutes nos questions. Alors, nous vous avons écouté les autres, on a lu vos textes, on a lu votre poème, si c'est déjà quoi? Point de mémoire. Point de mémoire. Alors, Uper Malanda, dites-nous, est-ce qu'il faut qu'on revienne d'abord sur la question qui a été posée aux autres avant celle-là? Oui. À quoi servent les écrivains et leurs livres? En deux mots, d'abord, Uper Malanda, un écrivain, ça sert à quoi? Est-ce que ça se mange? Parce que c'est sur cette note-là qu'on a terminé la première partie. Vous, vous êtes écrivain, vous êtes poète. À quoi servez-vous? Vos livres vont servir à quoi pour le décollage du continent? Parce que nous avons besoin d'émergence. Nous voulons que l'Afrique rattrape son retard. Alors, les écrivains, les livres, ça sert à quoi? Vous savez, depuis l'époque très ancienne, même les rois avaient dans leur cour des scribes, donc des hommes d'idées qui étaient là en train de concevoir des théories de développement, de théories de progrès, des théories de bonne gouvernance du royaume. Un écrivain est un artisan, est une lumière qui participe à l'épanouissement des peuples. Un livre, le livre est comme un vaccin qui permet de se prémunir de la maladie, de la misère. Le livre est un médicament qui permet de soigner les sociétés africaines de l'épidémie de la misère. Le livre est comme une arche de sauvetage pour sauver l'homme du déluge civilisationnel dont il est victime aujourd'hui. Le livre permet de former l'homme, d'aiguiller la conscience de l'homme. Vous voyez, à l'époque de l'esclavage, pendant la traite négrière, les négriers tuaient les esclaves qui avaient un rapport au livre. Quand un négrier attrapait un Africain en train de lire, il était dangereux. Mais pourquoi? Parce que il fallait surtout pas que les esclaves apprennent à lire. Voilà. La meilleure manière d'assujettir un peuple, c'est de lui priver de lecture. C'est de créer des barrières entre ce peuple et le livre. Parce que le livre porte la connaissance. Le livre est le templier d'une information tellement dense qui participe au développement pluridimensionnel de l'homme. Un homme qui ne lit pas est comme un arbre qui n'a pas de fruits. Le livre forme l'homme. Le livre est la racine même de la culture. Et ce n'est pas pour rien
même depuis l'époque ancienne en Égypte. Les Égyptiens avaient créé les hiéroglyphes. Hier, ils laissaient les messages, ils gravaient les messages sur la pierre. Aujourd'hui, on grave le message à travers le livre. Donc, le livre permet à l'homme de saisir ce qui s'était passé il y a très 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 longtemps. Le livre est un instrument un vecteur de passage, de transcendance d'une civilisation à une autre. Le livre nous garde ses valeurs. Voilà pourquoi il faut repenser notre système éducatif. Les Africains ne lisent pas. Chaque année, sur 100 livres qui sont publiés dans le monde, l'Afrique n'en publie que 2. Donc sur 100% de livres publiés dans le monde, l'Afrique ne publie que 2%. Mais la conséquence la plus immédiate est laquelle? Vous ne vous rendez pas compte que l'Afrique semble être le templier, la terre de toutes les malédictions. Tout ce qui est mauvais, c'est en Afrique. Le mal s'est installé en Afrique. Mais parce que il y a à la base beaucoup d'éléments qui manquent. Le livre est un médicament, mais malheureusement, on ne fait pas attention. Voilà à peu près... Alexis Bongo. Oui, président. Il y a lieu de dire que je suis d'avis avec Hubert Malanda pour ce qui précède. Il y a lieu d'ajouter que le livre permet à un peuple, permet à un État de sortir de l'obscurité. Il y a des États qui ne sont pas bien connus sur la surface de la Terre. Et à travers les fils de ces pays, à travers les écrivains de ces pays, qui deviennent des sortes d'ambassadeurs itinérants, on apprend à découvrir ou à connaître ces pays. Voyez-vous, c'est un travail formidable qu'Abba Hubert Malanda. Toutefois qu'il reçoit un prix, c'est une promotion de son pays qu'il fait. D'où vient ce poète? Il est de quel pays? Il est du Congo-Brazzaville. Toutefois qu'Alain Maboncourt remporte un prix, c'est la promotion du Congo qu'il fait. Toutefois que Wilfried Nsondé remporte un prix, toutefois que Tati Louta remporte un prix, toutefois qu'Henri Lopez remporte un prix, alors, c'est une diplomatie qui ne dit pas son nom. Donc, nous autres écrivains, il importe d'intérioriser cela. Nous sommes des ambassadeurs itinérants de notre pays. Nous l'aidons à sortir de l'obscurité pour qu'il soit connu partout à travers le monde. Et c'est une très bonne chose qui nous fait du bien, justement. Ça nous rappelle le Forum des gens de lettres. Alors, Hubert Malanda, dites-nous, est-ce qu'on aurait tort de dire que vous êtes un poète panafricaniste? Non, pas du tout. Je me sens panafricaniste dans mon âme et conscience. Je loue et je chante ces grands Africains qui ont pensé l'Afrique, qui avaient pensé une Afrique qui jusqu'alors n'a pas encore abouti. Il y a eu une certaine déroute parce que l'impérialisme est passé par nous. Nous avons croisé les Blancs qui sont venus contrer la vision panafricaniste. Donc le panafricanisme reste jusqu'à nos jours un combat permanent. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Il faut que nous concevions le progrès nous-mêmes. Il faut que nous puissions tirer notre puissance de nous-mêmes et non être des peuples qui ne sont là qu'à consommer ce qui vient de l'extérieur. Dans ma poésie, je rends hommage à ces grands panafricanistes, Mandela, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah,
Voyez-vous, quand j'arrive en Guinée pour la première fois, j'avais tenu à aller sur la tombe de Kwame, de Sékou Touré. Ils avaient une vision, ces Africains-là. Ils savaient dire non. C'est lui l'homme qui avait dit non à De Gaulle. Ils avaient... Parce que l'Occident venait, évidemment, pour l'exploiter, exploiter le continent. Mais il y a eu des hommes courageux qui ont dit non, nous ne voulons pas de ça. Évidemment. Je suis sur les sentiers de ces précurseurs, de ces grands africanistes. Je suis un africaniste. Et alors, Père Balanda, Dakar, avec le monument de la Renaissance africaine, vous y avez déjà été? Parce que vous êtes toujours entre deux avions. Difficile de vous avoir ici. Est-ce que vous avez été voir de vos propres yeux ce puissant monument que nous n'avons pas encore vu, nous, mais que nous voyons à la télévision? Oui. Le monument de la Renaissance africaine avait été érigé en 2010. Ce monument fut inauguré le 4 avril 2010 à l'occasion du cinquantenaire du Sénégal. Le président sénégalais, c'était alors Maître Abdoulaye Wade. Et donc, un prix international avait été organisé au niveau de l'Afrique et sa diaspora, donc en Europe, les Caraïbes et les Amériques. Ils avaient organisé un prix qu'ils avaient dénommé le Grand Prix de poésie de la Renaissance africaine. Et fort heureusement, c'est le poète congolais, en ma personne, qui avait remporté le prix de la Renaissance africaine. Wow. Et le prix me fut décerné devant 21 chefs d'État, y compris le président de la République du Congo, qui était là. Donc, c'était une grande fête. Donc, j'ai foulé le sol sénégalais pour la première fois en 2010 pour aller recevoir ce prix de la Renaissance africaine. Et le Sénégal est un grand pays de culture. Senghor a laissé un grand patrimoine, un grand héritage, la culture. J'aime ce pays. J'aime le battement de son cœur culturel, parce que nous n'avons pas ça. Senghor a laissé une magie, un mystère, une lumière qui plane dans l'esprit du Sénégal. Et alors, lauréat de la Renaissance africaine, je fus, comme j'étais l'invité du gouvernement... Mettez-nous dans l'ambiance, que nous puissions revivre ça ici. Comme j'étais l'invité du gouvernement sénégalais, j'avais été conduit à Joal, parce que j'avais tenu que je ne peux pas, moi, en tant que poète, séjourner la terre d'un grand poète comme Senghor, et puis ne pas aller lui dire bonjour. Il était certes déjà décédé, mais j'avais tenu. Donc, on m'a amené à Joal. Je fus reçu par la nièce de Senghor, une sœur religieuse. On m'a fait visiter la maison qui est devenue un musée, la chambre de Senghor, le salon du père, les instruments de cuisine de la mère. Donc c'est donc un Congolais qu'on était en train de... Oui, on me conduisait là-bas. On me conduisait là-bas. Donc, j'ai visité Joal et la cour, le grand baobab qui est derrière. Après, on m'a ramené à Dakar. Et le lendemain, il a fallu partir au cimetière Bel Air de Dakar, où repose pour l'éternité le grand Senghor, le grand Léopold Sédar Senghor. Je suis arrivé déposer une gerbe de fleurs, me prosterner, je saluais Senghor, je saluais l'un de mes grands mentors, parce que, semble-t-il, Madame Arlette Chemin, qui a préfacé mon deuxième recueil de poèmes intitulé Aux quatre coins du vent, avait dit que tu es à cheval entre trois grands, c'est-à-dire tu es Senghor, tu es Césaire, tu es Tchekao Tamsi, mais tu es toi-même. Que la particularité, c'est celle-là, c'est la force que bon,
au-delà de ces précurseurs-là, tu es toi-même, il a fallu que j'aille saluer Senghor. Et le monument de la Renaissance africaine, on m'a conduit là, je suis monté, il a 52 mètres de hauteur. C'est le plus grand monument du monde. Ah. Oui, c'est le plus grand monument du monde. J'ai passé un merveilleux séjour parce que les Sénégalais comprennent l'importance de la culture. Quand vous connaissez, vous connaissez. Et ça aurait pu être des pays où les prix sont décernés pas par rapport à la compétence, pas par rapport à la capacité, mais pour des raisons fallacieuses. Moi, un Congolais, je ne pouvais pas aller remporter un prix là-bas. Mais excusez-moi, monsieur Hyper, est-ce que les Congolais ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas quoi? Est-ce que les Congolais sont des nuls? Oui, des nuls tels que vous venez d'encourager les autres de l'autre côté. Non, le Congo était un grand pays de poésie. Ça, c'est connu. Comme le Sénégal, un grand pays de poésie. Et vous savez, quand j'arrive, il y avait le président du jury, c'était le grand poète qui fut le directeur du protocole de Senghor. Le nom va me venir. Il m'amène dans son bureau, il y avait les photos de Tchikaou Tamsi. Chikaya dans son bureau. Moi, j'étais marqué et flatté. Ah bon, mais comment ça? Je rentre dans un bureau d'une grande autorité culturelle sénégalaise et bon, il y a les photos de Tchikaou Tamsi, le poète de mon pays. Tchikaou Tamsi de son vivant, et c'est lui qui me le dit. Tchikaou Tamsi de son vivant est arrivé au Sénégal 11 fois. Autant qu'il était arrivé au Congo qu'une seule fois. La deuxième fois, c'était... 11 fois au Sénégal? 11 fois au Sénégal. Senghor le faisait venir de temps en temps. Quand il y avait des activités, parce que Senghor découvre Tchikaou Tamsi. Comment? C'était à l'occasion du premier festival mondial des arts nègres qui avait été organisé en 1966. Il y avait un concours de poésie qui concernait l'Afrique et la diaspora. Donc le concours de l'Afrique. Le lauréat était un Congolais. Wow. Tchikaou Tamsi avec Épitome. Mais nous faisons des exploits là, sans que ça ne soit chanté. Donc le lauréat était un Congolais. Ils étaient émerveillés que voilà, c'est le même prix qui, à l'occasion de l'inauguration du monument de la Renaissance africaine, a porté le nom du monument de la Renaissance africaine. C'est le prix qui avait été remporté par Tchikaou Tamsi une quarantaine d'années plus tôt. Ils étaient émerveillés, mais comment ça? C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte, quand je suis là, que c'est encore un Congolais, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc quand il y a ce prix-là, bon, il n'y a que les Congolais qui viennent. Les Sénégalais ont du respect pour les Congolais, parce que nous sommes un grand pays de poésie. Oui, mais on imagine aussi, Hyper Malanda, on imagine la surprise, l'agréable surprise et certainement le bonheur du chef de l'État congolais parce qu'il était là. Le prix vous a été décerné devant, vous dites, 21 chefs d'État africains. Oui. Dites-nous comment il a vécu ça. Témoignage. Puisqu'il y avait un banquet à l'hôtel Le Méridien Président et tout le monde était là. J'ai vu des grandes autorités congolaises. À côté de là où je mangeais, il y avait Olé Songo. Il était alors officier d'ordonnance, chef de l'État. Il y avait JDO, Jean-Nommé Okrimba. Je reconnaissais que ce sont les gars de mon pays. Mais j'étais très timide. Je n'osais pas me rapprocher d'eux pour dire que bon, je suis là avec vous. Très timide parce que j'étais géré par le ministère de la Culture. Quand on proclame, bon, je vais sur le podium, je prends le prix. Et quand on avait dit Congo-Brazzaville, le président congolais a regardé d'abord. C'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso. Et puis, c'est à peine que j'ai suivi qu'il avait murmuré quelque chose aux oreilles de maman Anto. Madame parce la que lui aussi présidente, était surpris.
Mais oui, le Congo-Brazzaville s'attendait à quand tout on sauf disait ça. Congo, bon, on pensait certainement au Congo-Kinshasa, Oui, oui, Congo-Kinshasa, mais c'est après qu'il oui. se rend compte que c'est le Congo-Brazzaville. Il a mémoré quelque chose, je ne sais pas, il avait dit, et puis bon, il a souri, il était en train d'applaudir, et voilà, c'était le Congo qui était à l'honneur. Oui, oui. C'était magnifique. Politiquement. Alors, Huppert, on aimerait bien que vous nous disiez des choses là-dessus. Mais on met ça entre parenthèses, on met d'abord une pause parce qu'il y a à boire et à manger quand Huppert Malanda parle. Mais nous aimerions entrer en profondeur. Mais avant d'entrer, nous disons qu'il y a des valeurs chez nous. Des valeurs. Même si nul n'est prophète chez soi-même, apprenons à partir de maintenant à identifier et à reconnaître les nôtres, à reconnaître leurs valeurs, à les valoriser, à les respecter, pourquoi pas à les élever, à les décorer. Ça fait du bien, cette reconnaissance-là. Et c'est ça qui propulse les autres nations. C'est comme ça qu'évoluent les autres. Ils reconnaissent le mérite des uns et des autres. Et tout le monde est content. Mais lorsqu'on passe pieds joints sur les mérites de certains d'entre nous, ça crée des frustrations, sinon des tensions et beaucoup d'autres choses. Et ça fait régresser le pays et le continent dans la foulée. Alors, Huppert Malanda, on est sur vous. Quelqu'un voudrait savoir si vous êtes un rebelle culturel. Parce que dans vos poèmes, il n'y a pas que la révolution culturelle, mais il y a aussi une sacrée dose de rébellion. Que dites-vous? Il a raison ou pas? Oui. Je pense que face à un monde qui déglingue, je m'insurge. Je suis un insurgé culturel. Il faut que l'Africain prenne conscience. Il faut que l'Africain réépouse sa culture. Il faut que l'Africain se désoccidentalise. Parce qu'on est plus, on a des corps africains avec une mentalité qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, il faut voir, quelqu'un qui va dire, bah, écoutez, moi, je suis docteur, on ceci, on cela, docteur. L'acculturation. Vous allez voir que il y a le complexe est dans toutes les consciences. Celui qui est passé par Sorbonne, bon, c'est là-bas la meilleure école. C'est la meilleure, parce que Sorbonne, c'est ça. Et ailleurs, c'est ce qui n'est pas bien. Ce complexe-là, c'est un problème. C'est une maladie culturelle. L'inculturation, pour ne pas dire l'acculturation, c'est-à-dire L apostrophe, acculturation. Donc l'acculturation est une épidémie. Comment faire? Comment vivre? Comme disait Chikao Tamsi. Comment nous guérir? Comment nous sortir de ce désastre, de ce drame, de cette calamité? Comment? Et en tant que poète, nous passons notre temps à donner des réponses, un tout petit peu, comme disait Édouard Monique, que le poète a des solutions. Il cherche les problèmes, tandis que les autres ont des problèmes, ils cherchent des solutions. Le poète a des solutions, il cherche des problèmes. Où sont les problèmes? mais les problèmes quand vous mettez dans une rue africaine, vous marchez, vous voyez que la misère vous parle. Vous allez voir que les ordures, que le tas d'immondices, le décor, la misère vous parle, le désordre vous parle, l'injustice vous parle. Tout ce qui ne marche pas. Ce n'est pas l'émergence qui vous parle, mais l'immergence. On est englouti dans une espèce de calamité. Et nous sommes là. Huppert Malanda, avant que Anissé Dunyama ou Jessie Lema ne trouve à dire quelque chose, nous cherchons, nous fouillons au tréfonds de nous-mêmes
une question pour vous. Parce que, oui, bien sûr. Merci, Président. On va arriver à ça. Je crois que dans son sac, dans sa gibecière, Vikaël a pensé à ça. Mais pour nous, Upper Malonda, à qui s'adresse le poète Upper Malonda? À qui s'adressent les poètes? Parce que votre langage n'est quand même pas à la portée de monsieur tout le monde. Lorsque vous vous insurgez, lorsque vous écrivez, lorsque vous tonnez comme ça là, vous vous adressez à qui? Je rugis. Ah, le rugissement. Pour m'adresser Le rugissement. à l'homme. J'ai écrit pour dire à l'homme d'être plus homme. J'ai écrit pour dire à l'homme de cesser d'être l'ami du mal. L'animal, comme on dit que l'animal, comme dit Pierre Tsemou, que l'animal est un ami du mal. Donc j'ai écrit pour demander à l'homme, dire à l'homme de cesser d'être l'ami du mal. L'homme, du point de vue même des plans divins, du point de vue même de l'éthique, de nos traditions, l'éthique, la citoyenneté. J'ai écrit pour construire l'homme. Parce que l'homme a été déconstruit par la civilisation occidentale. L'homme a été déconstruit par la haine, par la violence, par les guerres, par l'injustice, par le vol, par le manque de citoyenneté. Ce qui vous n'appartient pas, vous prenez. Nous sommes en face d'un contexte historique où l'homme est complètement déconstruit. Il faut le bâtir. Avant de bâtir un pays, il faut d'abord commencer par bâtir l'homme. Parce que vous pouvez être là en train de bâtir des buildings. À quoi vous servent ces buildings-là? Comme l'homme n'est pas construit dans son fort intérieur, on vient juste pour les détruire. Évidemment. On vient juste pour les détruire. Mais c'est l'homme qu'il faut, c'est en l'homme qu'il faut ensemencer les graines de l'épanouissement. Le problème, c'est l'homme. Le virus de l'existence, c'est l'homme. Le réchauffement climatique, c'est l'homme. La misère, c'est l'homme. Tout le mal, c'est l'homme. Mais comment bâtir l'homme? Comment bâtir l'homme? Ça, c'est la grande question, mesdames et messieurs. Le poète a des solutions et il cherche les problèmes. Tandis que nous autres, nous avons des problèmes et nous cherchons des solutions. Faut-il que nous appelions au secours les poètes de chez nous, les poètes d'Afrique, pour relever le continent? Ça, c'est la grande question. Seulement, Vikaël Obeko, une dernière question à Upper Malonda avant que... Sur la question, les idées d'impliquer les hommes de lettres avaient été pensées à l'époque. Vous voyez, en 1986, il y eut lieu à Brazzaville le symposium des écrivains contre l'apartheid. Une anthologie avait été publiée par Léopold Pindima Monsono et Alioune Badarabey aux éditions Maguilène au Sénégal. Quand je suis arrivé tout récemment au Sénégal, ils sont marqués de la réception au palais de congrès. La réception qui fut celle que le Congo avait offert aux étrangers. Parce qu'il a fallu rassembler les écrivains africains qui devaient penser contre l'apartheid. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, même les indépendances africaines, ce sont les écrivains qui s'étaient rencontrés en 1900, le premier congrès des écrivains noirs en 1956. Ce congrès-là a conçu les indépendances africaines. Donc, il faut qu'on revisite l'imaginaire des auteurs. Il faut que
qu'il y ait des politiques capables de réimpliquer les chantres de l'imaginaire, parce qu'il y a quelque chose dont ils sont porteurs qui servira de clé pour ouvrir la porte du développement qu'on n'arrive pas à ouvrir. Donc, les écrivains sont très utiles. Je réponds en même temps à la question précédente. Le rôle de l'écrivain. Vous voyez, mais aujourd'hui là, nous sommes tellement un peuple oublieux qu'on a oublié. On parle des indépendances, mais on ne sait pas. La bataille qui avait été amenée avant qu'on arrive là, c'était une bataille intellectuelle. Donc des grandes intelligences africaines, des grandes intelligences noires, qui se heurtaient à l'intelligence occidentale. Vous voyez, l'esclavage fut béni par un pape. Mais il a fallu une conscience noire pour dire non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes les hommes. Nous devons être égaux. D'où la bataille même menée par les chants de la négritude, qui a eu son rôle, un grand rôle historique. Mais aujourd'hui, les Congolais, les Africains, n'ont pas de mémoire. Je suis souvent très heureux quand j'entends le professeur Théophile Obenga comme Saint Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. C'est à cela que je résume un tout petit peu le discours du professeur Théophile Obenga. Il dit des bonnes choses, mais est-ce que les hommes ont des oreilles pour écouter? Nous sommes dans la surdité, nous sommes dans la cécité. Quand on parle, c'est juste des slogans. Le développement, ça ne se décrète pas. Le développement, c'est un état d'esprit. C'est un agir. On se développe à travers l'agir. Mais nous avons appris, nous nous sommes accommodés des slogans. Développement, la paix, la liberté, la justice. Et voilà. Donc. Alors, c'est Anissé Douliamar. Oui, mais bon, j'ai suivi les autres avec beaucoup d'attention, mais il faut dire que tu as eu raison de poser cette question à la place des écrivains dans le devenir de l'Afrique, hein, surtout le présent et le devenir notamment de l'Afrique et même du monde. Moi, je suis heureux que Laurent Huppert Malanda soit revenu sur le symposium littéraire organisé ici à Brazzaville contre l'apartheid. Ce sont des voix importantes de l'Afrique qui s'étaient levées. Il y a des grands auteurs, je crois. À l'époque, nous autres, excusez-moi, Anissé, à l'époque, lorsque on réunit ce symposium-là, nous autres qui étions encore au collège, nous disions, mais attendez, Mandela est en prison. Mais si on fait un symposium, voilà. À quoi ça sert, les écrivains qui se réunissent? Nous n'avions pas la portée exacte de la chose. Parce que les écrivains, les hommes de lettres, et même il y avait parmi eux de brillants journalistes africains, panafricains, qui étaient là et qui ont porté cette nouvelle. Vous savez, la culture, la littérature, c'est une arme. C'est pas pour rien que notre aîné Aimé Césaire avait écrit les armes miraculeuses. Les poètes, les écrivains, ils ont été les auteurs des hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, notamment, ont pour rôle de réarmer moralement le peuple. Voilà. Et même les constitutions, si on voit le cas des États-Unis, il y a eu ce qu'on appelait là-bas les pères des indépendances. Vous avez eu de brillants esprits là-bas, comme les Jefferson et tous les autres, qui étaient placés, qui étaient à l'avant-train de la marche d'un État. Parce qu'il s'agit de marcher. Il s'agit d'une procession pour que le pays aille vers si tu veux, le village des merveilles. Voilà. Et donc, les écrivains ont leur place. Et revenons sur le symposium,
il y a de brillants auteurs qui ont été là, qui ont travaillé, qui étaient au Forum au Moulin, et c'est le lieu de penser, de saluer quelqu'un qui a été à notre chevet au début de notre marche littéraire, Léopold Pindima Monsono, paix à son âme, qui à un moment avait ses entrées à la présidence. Léopold Pindima Monsono nous disait, avec beaucoup de respect, mais aussi avec beaucoup d'émotion, je voulais dire l'émotion un peu nègre aussi, que le président Sassou est mon ami. Le président Sassou est l'ami des écrivains. Et plus tard, j'ai eu quand même le privilège de vivre ça, parce que j'ai rencontré un brillant auteur, celui qui dans les années 60, je crois exactement en 1963, avait donné de la voix pour montrer à l'Afrique, plus ou moins, le chemin. Le docteur Seydou Badian Kouyaté, qui m'avait du reste un moment adopté et qui était un grand ami au chef de l'État. Chaque fois que le chef de l'État se déplaçait, le président Sassou, notamment pour aller se reposer dans sa contrée natale, il y avait de brillants esprits, des écrivains. J'ai eu l'occasion d'être par là et de voir papa, je l'appelle comme ça affectueusement, Seydou Badian Kouyaté, et celui-là je l'appelle un ancêtre d'Erlin Zinsou, ancien président du Bénin. Mais je crois que le président ne se déplaçait pas avec ces personnes-là pour rien. Il y en a peut-être d'autres que je ne connaissais pas, mais c'était parce que c'était dans ces moments de retraite et il continuait à penser l'Afrique, notamment avec la contribution de ces gens. Évidemment. Le docteur Seydou Badian, par exemple, qui est un médecin vétérinaire, rapidement a réfléchi sur les questions agricoles avec le chef de l'État. Le chef de l'État a eu l'occasion de le dire lui-même. Revenons à son ouvrage qui est resté, qui est un ouvrage important, les dirigeants africains face à leur peuple, qui lui a valu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire et qui a fait qu'il rentre au panthéon des belles lettres africaines. Seydou Badian est un immortel parce qu'il avait notamment dans cet ouvrage demandé aux Africains de suivre le chemin de la Chine, d'étudier la Chine, de chercher à imiter la Chine, et il avait parlé de l'éveil de la Chine, et Dieu seul sait où se trouve la Chine aujourd'hui. Et donc je vais finir là. Chuter rapidement. Mais la contribution, on parle de paix, on parle de développement. Je vous ai suivis tous les uns et les autres, y compris la femme, on l'appelle chez nous maman, notre chère maman qui est là, la journaliste. On a parlé de tout ça, paix, développement, je ne sais pas, mais l'urgence aussi, même si on dit que c'est un concept qui est né avec l'Afrique, hein, en quelque sorte, mais l'urgence aussi, c'est que nous revenions vers les valeurs africaines. Et c'est là où intervient l'Ubuntu. Vous avez vu, en déclamant le texte, j'ai crié sur le mot Ubuntu. J'ai notamment crié sur l'expression zénitude Mandela. Mandela, arrivé en politique, Mandela qui a fait le monde entier, Mandela qui était l'ami de tous les peuples du monde, de tous les grands de ce monde, a fini par reconnaître, appuyé par Desmond Tutu, le grand Desmond Tutu, l'archevêque, je crois, anglican, le prêtre anglican, Desmond Tutu, que l'Afrique devait revenir vers ses valeurs. Et les valeurs de l'Afrique, c'est l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est grand. L'Ubuntu, c'est vaste. La paix, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Mais je crois que l'Ubuntu va au-delà de la paix. Parce que l'Ubuntu, c'est à la fois, si vous voulez, la communion des générations. Hein? Cette chaîne intergénérationnelle où les aînés tiennent les nouvelles générations, les aident à retrouver le chemin pour aller de l'avant. L'Ubuntu, chez nous, c'est quoi? C'est le Kimuntu. Le Kibomoto. Mais parce que nous avons perdu notre Kibomoto. Nous avons perdu le sens de l'humain. Partout, les langues africaines, dans toutes les langues africaines, on trouve ce mot, on trouve ce concept. Mais tout à l'heure, je parlais de la chaîne intergénérationnelle, donc la solidarité entre les âges, la solidarité
qui devrait rester, si vous voulez, le ciment sur lequel la civilisation africaine doit se construire. Et au-delà, il y a cette sagesse-là qui est millénaire. Donc, le retour aux sources pour que nous perdions, pour que nous n'avancions plus dans la folie qui est en train de s'épandre de nos têtes. Parce que les hommes, d'une manière générale, ils deviennent de plus en plus fous. Ils sont dans une sorte de perdition. Nous vivons l'infernalisation du monde. Intéressé par là. Voilà. Nous vivons l'infernalisation du monde avec les écrivains. Et il n'y a que l'Ubuntu qui peut venir à notre rescousse pour que nous retrouvions le chemin. Super. Et que nous marchions. C'est dit avec les mots qu'il faut, mais Anissé Dounyama, on peut dire que sur l'Ubuntu en question, il y a à boire et à manger. Il faudrait qu'un jour, nous révisitions tout ça. Mais alors, ça va demander toute une émission. Comme ça, on décryptera le concept et on retrouvera certainement nos sources, nos racines, notre être, le vrai nous, hein, perdu. Alors, cela dit, Vikaël, nous tenons à ce que vous posiez votre dernière question sur Hyper Malonda. C'est fini ou bien nous pouvons y aller? J'ai la toute dernière question. Monsieur l'écrivain Hyper Malonda, combien de prix avez-vous déjà reçus dans votre parcours et à quelle occasion? Les prix obtenus, à quelle occasion? Ah, donc nous lisons, nous répondons pour vous. On répond pour Hyper Malonda? Oui, on répond pour Hyper Malonda parce que le mois est haïssable, mesdames et messieurs. Nous répondons rapidement parce que le problème des Africains, le mal des Africains, c'est que l'ennemi de l'Afrique, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. C'est-à-dire nous sommes contre nous-mêmes. Si ce n'est pas moi, donc ce n'est pas normal. Et il y en a qui, depuis qu'ils suivent là, ils disent, mais pourquoi Hyper Malonda? C'est quoi cette histoire-là où on vient nous parler, on veut parler des valeurs, des poètes, et puis on dit Hyper Malonda. Moi, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu ce nom-là. C'est comme si on n'était pas sur des fondements réels, vrais. Mais Hyper Malonda, c'est tout ce que le président Jessie Lemba a dit ici. Jessie Lemba, président du Forum des gens et des lettres, ne peut pas dire n'importe quoi sur quelqu'un. Alexis Bongo, avec Convergence et Révolution culturelle, nous avions dit, en tout cas au Congo, nous avons maintenant notre Aimé Césaire. Tenez, laurier obtenu par l'auteur. Très tôt, le souffle des premières heures de l'initiation poétique du poète congolais Hyper Malonda fut distingué par de nombreux prix littéraires, parmi lesquels on retiendra, pour convaincre les sceptiques, 1987, premier lauréat du concours de la meilleure copie de langue française, Africa numéro 1, Africa number 1, Gabon. 88, lauréat du concours littéraire de poésie, organisé par l'USC, Union des écrivains du Congo, et l'ambassade de l'URSS. 92, Grand Prix international de poésie Chikaya Utamsi. Grand Prix littéraire la même année de l'ANEC, Association nationale des écrivains du Congo, au Congo ici. 94, récidiviste Hyper Malonda. Grand Prix international de poésie du Comité panafricain des écrivains et artistes pour la paix et la démocratie. 95, premier prix de poésie du PNLS. Le premier jour du futur, donc recueil de poèmes, sélection au prix Roger Kowalski, prix de poésie de la ville de Lyon, en France. 1996, Traduire le feu, un recueil de poèmes, sélection du prix Kowalski, c'est comme ça qu'on prononce ça? Prix Roger Kowalski. Prix Roger Kowalski, prix de poésie de la ville de Lyon, France, donc un récidiviste là-bas. 1999, Feu nocturne, poème, Grand Prix de la Bibliothèque internationale de poésie, s'il vous plaît, organisé par la Bibliothèque internationale de poésie de France et de la Bibliothèque nationale de poésie des États-Unis. 2001, lauréat du Congo pour les 4e Jeux de la francophonie à Ottawa, au Canada. 2010, Grand Prix de poésie de la Renaissance africaine à Dakar, au Sénégal. On en a parlé ici.
2012, lauréat du prix de poésie des éditions du Bord du Lot en France. Médaille d'honneur de la francophonie en France. 2013, notre compatriote Huppert Malanda, notre confrère écrivain, 2013, Grand Prix mondial de poésie à Groningen, aux Pays-Bas. Prix d'or de poésie la même année, talent d'ici et d'ailleurs, au Maroc. Prix de poésie de l'UNICEF, Paris, France. 2015, Huppert Malanda encore. Pour ceux qui disaient, où est-ce qu'ils ont trouvé Huppert Malanda? Lauréat du prix de poésie de la 17e édition du Printemps des Poètes en France. Marguerite d'or de poésie de la ville de Chartres en France. Prix international de poésie la même année de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, Université Paris, Sorbonne, France. 2016, là au moins tout le monde est déjà là, 2016 on est à 2 pas. Hein? Prix à Lali de poésie, 2016, ambassade de la République arabe d'Égypte en France. Médaille d'honneur du ministère de l'Éducation nationale de la République arabe d'Égypte. La même année, un 3e prix, prix international de poésie, j'écris, je dis, paix, Théâtre édition en France. 2017, s'il vous plaît, prix Aimé Césaire de la Société des poètes français, SPF, en France. 2018, Huppert Malanda, décidément, il rafle tous les prix. Prix Victor Hugo de la poésie, Congo Émergent Award, association des jeunes écrivains et artistes du Congo. Et la même année, prix de poésie de l'université Jean Monnet, UJM, Saint-Étienne, France. Alors, président Jessus Luemba, Anissé Dounyama, aidez-nous à comprendre. Anissé. Mais bon, c'est la moisson. C'est quoi ce phénomène Huppert Malanda? Ben, c'est la moisson, elle est abondante, elle est le résultat d'un travail de longue haleine. Elle est le résultat d'un travail intense dans la forge. Et c'est au prix de grands sacrifices. Hein, dans ce monde où rien n'est donné, un grand homme l'a dit, dans ce monde où rien n'est donné, où le tout ne s'obtient qu'au bout de l'effort persévérant. C'est vrai, il y a la part de l'inné, il y a la part des prédispositions congénitales, mais après il faut travailler, il faut travailler dur. Travailler dur. Et donc Huppert Malanda, ce sont des nuits brûlées, des nuits arrosées de lecture, des grands auteurs, des auteurs difficiles. Évidemment, on comprend ça. Qu'il faut coûte que coûte oui, chercher à comprendre. Voilà. C'est, si vous voulez, l'appel de l'esprit de la transcendance. L'appel de l'esprit de la transcendance, nous retenons ça, c'est ça qui peut être la clé pour décrypter et donc comprendre Huppert Malanda. Je suis le bas 30 secondes parce qu'on est à l'atterrissage. Aidez-nous à comprendre Huppert Malanda. Ben, la moisson elle est abondante. Vous venez de le lire de vous-même. La moisson, elle est abondante. Ça n'arrive pas à tout le monde, cette moisson. Par cette moisson, Huppert Malanda porte un cinglant démenti à tous ceux qui désespéraient et médisaient tout à la fois de notre littérature. Vous savez, il y a des gens qui pensaient que la littérature congolaise, qui pensent que la littérature congolaise s'était arrêtée avec les Chikayaoutas et qu'après, il n'y a plus rien eu. Donc, une littérature statique. Non, notre littérature n'est pas statique. Elle est dynamique. Elle ne s'est pas arrêtée avec le temps. Elle est en constante progression. Huppert Malanda, on est la preuve vivante. Nous, Forum des gens de lettres, nous sommes là pour sonner l'alarme, pour attirer l'attention de plus d'un Congolais sur le fait qu'il y a à reconsidérer notre littérature. Le Congo est une terre de littérature. Il vaut de reconsidérer la chose. Nul n'est prophète chez soi, d'accord, mais les preuves sont là. Les preuves sont là. Les preuves sont palpables. Merci. Oui, rapidement, 5 secondes. Et justement,
je pense que c'est un appel qu'on va faire à toutes les mains généreuses. Parce qu'un tel travail, pour le faire, il faut des ressources de tous ordres. Et c'est pour ça que je crois que le ministère de la Culture, mais pas seulement le ministère de la Culture, mais l'ensemble des institutions du pays, voilà, devrait porter un regard bienveillant justement sur la culture, mais notamment les écrivains. Mais les mécènes, justement, ils doivent venir appuyer les écrivains, les artistes d'une manière générale. Et je crois que le témoignage, c'est la meilleure marque du cœur. On ne va pas m'empêcher de saluer la mémoire d'un grand mécène qui venait de nous quitter, qui, à sa manière, soutenait les artistes, qui a eu à soutenir certains écrivains, Doukaï, Dominique Onzé Doukaï, paix à son âme. Il nous a laissé il y a quelques jours. Je crois que les gens, certains suivront. Parce que Doukaï mettait les mains dans sa veste et soutenait les artistes. Super. Merci en tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir reconnu ça. Je crois qu'il se retourne dans sa tombe comme pour savoir, au moins un Congolais qui reconnaît qu'il a fait de son vivant pour les artistes. Alors, Upper Malonda, Super Malonda, pour Convergence et Révolution culturelle, c'est l'atterrissage. Alors, s'il était demandé un exercice extrêmement compliqué, mais simple, à Upper Malonda, donc de nous expliquer Upper Malonda en 30 secondes pour atterrir, que diriez-vous? Qui êtes-vous? On revient avec la question. Upper Malonda pour atterrir. Je suis un porteur de lumière, un bâtisseur d'hommes. Parce que comme on l'a dit, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi de tous les rêves de d'autres continents, c'est l'Africain lui-même. Et qu'il va falloir remettre la culture à sa place. Il faut mettre, parce que souvent, la culture est considérée comme étant le parent pauvre, un peu partout. Il faut qu'on remette la culture à sa place. Vous voyez l'ambassade de France. Après l'ambassadeur, l'adjoint de l'ambassadeur, c'est le conseiller culturel, qui est le chef de la mission française de coopération d'action culturelle, la deuxième personnalité. Alors que chez nous, le Congo, prenez un pays, n'importe quel pays africain, qui est l'ambassadeur et la présidence là, qui vient juste après. Vous allez voir que la culture est très loin. En fait, ils ne comprennent pas l'importance de la culture. Et c'est pour cela que nous resterons longtemps en train de frapper la porte du développement sans qu'elle ne s'ouvre. La culture, c'est la clé. La culture, c'est la clé. Nous préférons arrêter là la machine du grand poète, de ce grand baobab, Upper Malonda, parce que là, l'homme nous a épatés, mais la vérité crève les yeux. Et ça nous honore. Et c'est même ça qui fait donc la fierté de notre pays, la fierté de notre continent. Comme disait Jessie Lemba, le président du Forum des gens de lettres. Même si nul n'est prophète chez soi-même, mais les preuves sont là. La moisson elle est abondante. Qu'en dites-vous? Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.